Bonjour à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis Stéphanie Frappier de la société Etera. Je vais tenter de vous apporter un éclairage sur la réglementation et sur la qualité de l'air intérieur dans les ERP. En effet, de nombreux documents existent à ce sujet, et en particulier le guide pratique pour la surveillance de la qualité de l'air intérieur qui a été édité en 2015. Pourtant, la lecture complète du documentation et son interprétation n'est pas toujours aisée. Donc, nous allons essayer de vous donner des pistes pour pouvoir agir et pouvoir proposer éventuellement des prestations de mise en place de la surveillance dans les ERP. Alors, je vais reprendre la main pendant quelques secondes. Donc, vous avez tous été invités par la société Testoon. Et donc, ce séminaire est organisé en collaboration entre Testoon et la société Etera Lab. Donc, Testoon, merci à tous ceux qui ont répondu favorablement à notre invitation. Je reconnais dans la liste des inscrits beaucoup de nos clients et je vous remercie tous d'avoir répondu présent. Et puis, plein de noms que je connais pas aussi, donc c'est super. Testoon, c'est la société que j'ai eu le plaisir de créer en 2007. Et nous sommes donc, en une slide, nous sommes un des fournisseurs, mais un fournisseur, je pense, relativement important, des professionnels du contrôle technique du bâtiment, donc depuis 2007. On a une clientèle assez variée. Dans nos clients, on va trouver donc, des gens qui font du diagnostic immobilier, des mesureurs de la perméabilité à l'air, des bureaux de contrôle de toute taille, du plus petit au plus gros, des bureaux d'études, des architectes, des experts dans de nombreux domaines autour du bâtiment. On a également des activités en dehors du bâtiment qui touchent à l'environnement, qui touchent à l'électricité, à l'électronique ou aux communications. Ceci étant, tout ce qui tourne autour du contrôle technique du bâtiment, ça occupe 60 à 70% de notre activité. Autour du bâtiment, bien, il y a beaucoup de sujets que nous traitons autour des problématiques de conformité à des normes, bien sûr, à des réglementations qui sont en général liées d'une part à la sécurité ou à l'efficacité, alors que ce soit l'efficacité énergétique, entre autres. Et ensuite, donc, dans ces domaines aujourd'hui qui se développent et se diversifient, donc nous proposons des solutions en appareil et en solutions de test, mesure, contrôle et diagnostic, que ce soit des appareils ou des logiciels et des services associés. Aujourd'hui, ce qui nous amène à vous présenter ce webinaire, c'est parce que nous sommes partenaires de nombreux fabricants, mais aujourd'hui, ce que l'on voudrait vous présenter, c'est notre partenariat avec la société Etera Lab, qui est une société française, donc basée à Crolles, près de Grenoble, comme l'a dit tout à l'heure Stéphanie, et ils vont se présenter un petit peu plus. Et nous connaissons Etera depuis leur lancement commercial il y a maintenant 4 ou 5 ans. Et Etera, qui au départ avait une spécialité technologique très très pointue dans le domaine du formaldéhyde, et ils vont développer ce point-là, aujourd'hui s'intéresse à de plus en plus de paramètres différents dans la qualité de l'air intérieur, et ça va être le support de cette présentation. Donc nous, Testoon, je reviendrai à la fin, quand je reprendrai la main et je répondrai aux questions qui peuvent apparaître sur le chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat pendant la présentation. J'essaierai d'y répondre, on y répondra plus globalement à la fin. Nous avons vocation à vous fournir les solutions d'Etera sous forme de matériel, de consommables et de services associés. Voilà. Donc, je repasse la main à Stéphanie en cliquant là. Voilà. Merci. Donc, cette présentation se déroulera ainsi. Dans un premier temps, je vais présenter assez rapidement notre société, vous expliquer quels sont les enjeux de la QAI, qu'est-ce que c'est exactement. Nous aborderons le point de la réglementation et particulièrement dans les ERP, établissements recevant du public pour les collectivités, et nous vous expliquerons de quelle manière notre proposition, c'est-à-dire le NEMO, que vous montre Jean-Michel, est adapté en fait à l'autosurveillance dans les collectivités. Et en
En fin de programme, nous verrons un cas pratique. En tout cas, nous vous montrerons quelques exemples d'enregistrement et de résultats qui peuvent être proposés avec le NEMO. Donc, nous, notre société, nous sommes spécialistes en QAI depuis 2008. Ça fait 10 ans que nous travaillons. Nous avons un brevet issu de recherche, issu des recherches du CEA et du CNRS, qui nous permettent de faire de mettre à disposition une technologie unique qui permet le piégeage du formaldéhyde dans un matériau. Alors, ce matériau a la propriété unique de changer de couleur au piégeage du formaldéhyde, ce qui va permettre, en utilisant cette propriété, de le quantifier de façon tout à fait sélective. Notre société combine plusieurs savoir-faire. Le premier, c'est la chimie, puisque nous sommes fabricants de matériaux. Ici, sur la droite, nous avons un robot qui nous permet de produire en quantité industrielle le matériau. Nous avons aussi des équipes d'instrumentation qui vont à la fois pouvoir mettre en forme le signal, le traiter et des informaticiens qui vont pouvoir travailler sur les signaux. On a aussi un service SAV qui est représenté ici sur la droite, qui permet de répondre à toutes vos questions. Alors, le matériau en question, comme je vous disais, c'est le matériau Sol-Gel qui va permettre au changement de couleur, de permettre la quantification du formaldéhyde. Alors, ce qui est innovant, c'est que d'une part, on a la possibilité de faire des détections à des seuils très très bas, de l'ordre du ppb, du microgramme mètre cube, ce qui va permettre de pouvoir répondre à la réglementation. En effet, aujourd'hui, les seuils réglementaires qui sont admis sont des seuils extrêmement bas et le matériau Sol-Gel que nous fabriquons va permettre de pouvoir réaliser cette quantification et de pouvoir suivre en continu les évolutions de formaldéhyde. Non, je voulais juste intervenir rapidement pour dire que nous qui travaillons avec des dizaines, voire des centaines de fabricants d'appareils de mesure, c'est un sujet sur lequel on peut très facilement se laisser tromper parce que on voit des appareils qui parlent de détection de formaldéhyde ou de COV qui sont à base d'électronique, qui vont vous dire qu'ils savent détecter des niveaux du type ppm. Alors le ppm, ça semble beaucoup parce que c'est des parties par million, alors ça semble formidable. Mais en fait, quand on va chercher les niveaux que l'on doit atteindre sur du formaldéhyde, il faut descendre d'un facteur 1000, donc descendre au niveau du ppb. Et là, on est sur des technologies beaucoup plus complexes, notamment donc celles que présente Ethera. Merci pour cette précision. Donc, simplement, une slide pour rappeler les enjeux un petit peu de la qualité de l'air dans les bâtiments. On constate qu'on a de plus en plus de pollution chimique issue de divers matériaux, qu'on a des bâtiments qui sont de plus en plus hermétiques et donc une pollution de l'air intérieur qui est 8 à 10 fois celle de l'air extérieur. Certaines autorités sanitaires ont évoqué à peu près 20 000 décès annuels qui seraient dus à une mauvaise qualité d'air intérieur, avec un coût sanitaire estimé à 19 millions d'euros, ce qui explique l'intérêt et la nécessité de réaliser des suivis, des surveillances et des mesures. Alors, ce qu'il est important de savoir et de bien comprendre, c'est que les paramètres et les déterminants de la qualité d'air intérieur sont multifactoriels. Ils vont dépendre de divers paramètres, que ce soit d'une part le potentiel d'aération du bâtiment, bien évidemment. En deuxième position, la source de pollution extérieure, qui est évidemment un déterminant très important, mais aussi de la situation intérieure comme le chauffage, la température, l'hygrométrie
et l'activité et le comportement des occupants, je dirais, qui vont influer. L'ensemble de ces paramètres va influer sur les différents enregistrements. Les comportements sont importants, les taux d'occupation également. Il est souvent assez compliqué de pouvoir évaluer la qualité d'air sans prendre en compte tous les paramètres qui soient extérieurs et intérieurs. Alors, dans les ERP, on a un décret qui date de 2015 et qui impose aux propriétaires ou exploitants de l'établissement deux choses. La première qui est obligatoire, ça va être de faire une évaluation des moyens d'aération dans tous les établissements qui vont recevoir soit des enfants de moins de 6 ans ou école élémentaire ou crèche. Ensuite, la deuxième chose, ça va être la nécessité de faire une évaluation de la présence des polluants dans l'air. Et dans le guide pratique qui a été édité par le ministère de l'Écologie, deux options sont proposées aux collectivités. La première est de réaliser une campagne de mesure dite COFRAC, qui va faire intervenir des laboratoires accrédités. La seconde consiste à proposer à la collectivité de mettre en place un programme de prévention qui va se dérouler, qui va permettre de faire en fait une surveillance et de répondre à un certain nombre de questions. Donc, toutes ces informations sont présentes dans le guide pratique qui a été édité par le ministère de l'Écologie en 2015. Alors, il faut savoir qu'on a différentes échéances concernant les mesures dans les ERP. Depuis 2018, cette évaluation doit être réalisée dans les accueils d'enfants de moins de 6 ans, donc les écoles élémentaires et les crèches, et les écoles maternelles. Ensuite, à partir de 2020, ce sera tous les enseignants, les accueils d'enseignement de formation professionnelle du second degré et les accueils de loisirs qui seront concernés. Et à partir de 2023, les autres établissements. Les polluants qui ont été ciblés par le décret sont les suivants. Donc, d'une part, le formaldéhyde, qui est une caractéristique du bâti, du meuble, du mobilier ou de l'activité humaine. Le formaldéhyde se retrouve surtout un dégagement des matériaux un peu modernes, donc les vernis, les cols, les peintures, le mobilier contreplaqué. Le polluant qui est aussi visé par la réglementation est le benzène. Alors le benzène, c'est typiquement une molécule qui va être issue des moteurs à combustion, un petit peu de l'industrie, mais relativement peu. C'est surtout dû à la pollution extérieure et en particulier aux axes routiers. On va aussi pouvoir avoir des lieux de stockage d'hydrocarbures qui pourraient éventuellement dégager du benzène sur lequel il faut être vigilant. Ensuite, ce qui est important de mesurer, c'est le CO2. Alors, le CO2, c'est l'indice de confinement. Ça revient à l'indice de confinement. C'est dû, bien sûr, à la respiration des occupants. Et c'est un paramètre qui est extrêmement important parce qu'il joue beaucoup sur la qualité des prestations intellectuelles, donc voilà, la vivacité, entre guillemets, vivacité intellectuelle. Hein. Plus on est dans un espace confiné, plus on est fatigué, et plus on a des risques de maux de tête et d'être moins performant au travail. Et le perchloroéthylène, c'est le dernier polluant qui est ciblé par le décret. Et celui-ci est relativement rare. Il faut savoir qu'on le trouve uniquement à proximité des pressines.
Donc aujourd'hui, c'est plutôt une molécule qui est interdite, donc on va dire que c'est plutôt aujourd'hui marginal en termes d'occurrence. Slide suivant. Ah Alors, je vais passer au slide suivant. Je vais essayer de prendre la main. Voilà, je préfère avoir la main. Donc, nous, Ethera, la solution que nous vous proposons peut intervenir dans le cadre de l'autocontrôle. Alors, qu'est-ce que l'autocontrôle? C'est une méthode d'évaluation qui va permettre aux collectivités d'identifier les situations à risque vis-à-vis des polluants chimiques. C'est une méthode d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on va proposer aux collectivités de répondre à un certain nombre de questions et d'améliorer à moindre frais et durablement la qualité de leur air. Elle comporte en fait une identification des situations à risque et si la collectivité se trouve à risque, alors à ce moment-là, elle va devoir mettre en place une campagne de mesure pour le polluant en question. Je vous donne un exemple. Dans le guide pratique, on a une question qui va concerner la proximité d'une école, par exemple, ou d'un ERP, vis-à-vis d'un stockage d'hydrocarbures. En fonction de la réponse qui sera apportée, est-ce que l'établissement est à moins ou plus de 200 mètres d'un stockage d'hydrocarbures? À ce moment-là, on va avoir un risque benzène qui sera effectif ou non. Et si le risque benzène est effectif, à ce moment-là, la mesure sera nécessaire. Alors, l'autocontrôle peut être réalisé soit par les personnels fréquentant l'établissement, le guide pratique laisse cette possibilité, ou elle peut être réalisée par un prestataire de service, un service technique ou un bureau d'études. La main est laissée et le choix est laissé à l'exploitant quant au choix de sa méthode. Au niveau des indicateurs, donc le formaldéhyde, comme je vous l'ai dit, alors là je vais essayer de passer rapidement, c'est un indicateur du bâti, une caractéristique du bâti, des meubles et de l'activité humaine. Ce qu'il faut savoir assez rapidement, c'est qu'on va avoir une très bonne qualité de l'air en dessous de 10 microgrammes mètre cube, et au-delà de ce seuil, on va avoir la nécessité de mettre en place une action d'amélioration. Donc, on va dire qu'en dessous de 10 microgrammes mètre cube, on est bon, on a une qualité acceptable. Et au-dessus de ça, on a la nécessité d'avoir une action rapide et d'améliorer considérablement la qualité de l'air. Entre les deux, on va avoir une qualité qui sera toujours à améliorer. C'est-à-dire qu'entre les deux, on n'a pas forcément la nécessité on a la nécessité d'apporter une action corrective de manière à entrer dans une démarche d'amélioration, d'apporter des corrections au niveau des ventilations et de réaliser des mesures assez périodiquement pour pouvoir vérifier la qualité de l'air. Concernant les autres polluants, c'est le slide suivant. Le benzène. Donc le benzène, c'est une caractéristique de la pollution extérieure due principalement aux moteurs thermiques. On le retrouve près des stations, des stockages d'hydrocarbures et également près des axes routiers. Donc, il doit être mesuré si une activité extérieure potentiellement émettrice est identifiée à proximité ou si des appareils à moteur thermique ou des hydrocarbures sont stockés dans des locaux contigus aux pièces occupées par les élèves. Et donc là, le seuil à ne pas dépasser est de 5 microgrammes mètre cube avec une valeur qui serait à améliorer vers 2. Ensuite, le CO2, c'est un indicateur de confinement.
Il peut être donc lui, il est nécessaire de le réaliser lors de l'évaluation obligatoire des moyens d'aération. Il faut aussi le mesurer après des travaux de rénovation affectant l'enveloppe du bâtiment, tels que le changement de fenêtre. Alors, il est quasiment impératif de le mesurer pour définir puis optimiser les pratiques d'aération. En effet, pendant les cours et les heures de présence des enfants, il est assez compliqué de savoir combien d'enfants une pièce est capable de entre guillemets, absorber en fonction de l'aération qui est proposée par le bâtiment. Très souvent, seule la mesure permet de savoir réellement si la pièce est vraiment adaptée. Parce qu'elle peut être grande, mais si elle est suffisamment peu aérée, c'est pas évident de pouvoir tirer des conclusions. Et surtout, à partir de quel moment est-ce qu'on arrive en saturation? C'est ça qui est compliqué à savoir, sans faire de mesure. Donc, l'indice icône, pour vous familiariser avec cet élément, c'est un calcul qui est réalisé à l'aide des concentrations en formaldéhyde, donc les concentrations étant exprimées et mesurées en ppm. Et je vous ai dit en formaldéhyde? Oui. C'est ça, excusez-moi. Donc en CO2, les concentrations sont exprimées en ppm et ensuite notre équipement va donner l'information en indice icône, c'est-à-dire l'indice icône c'est une formule de calcul, c'est un calcul qui est assez compliqué, qui va permettre de connaître la qualité d'aération du bâtiment. Donc sur une échelle de 1 à 5. Ça fait suite à une mesure en continu du CO2 sur une semaine à peu près. Voilà, tout à fait. Alors, simplement et rapidement, là, nous avons choisi de vous exposer les différences techniques et au niveau des résultats. Les différences que l'on va observer lorsque l'on réalise une mesure via un laboratoire COFRAC et lorsque l'on fait une mesure via l'autodiagnostic. Déjà, lors des mesures COFRAC, on doit impérativement faire une mesure sur tous les paramètres, je dirais en aveugle, sans faire d'évaluation préalable. Par contre, sur l'autodiagnostic, on doit réaliser les mesures uniquement sur les paramètres qui seront identifiés à risque lors de le remplissage des grilles. Au niveau de la fréquence, dans le cadre du COFRAC, il va falloir réaliser 2 campagnes de mesure tous les 7 ans, une en été, une en hiver, et refaire sous 2 ans cette mesure en cas de modification du bâti. Alors que dans le cadre de l'autodiagnostic, on va devoir réaliser une évaluation par an, en été ou en hiver. Ensuite, au niveau des résultats, lorsque une collectivité réalise une évaluation de la qualité de l'air via un laboratoire COFRAC, elle va recevoir une moyenne sur 4,5 jours sur les paramètres formaldéhyde, benzène, par exemple. Donc, elle va recevoir un point de mesure qui va lui donner un état statique de la qualité de son air. En ce qui concerne l'autodiagnostic et la méthode que nous proposons, on va avoir un enregistrement réalisé sur 4 jours et demi, ce qui va permettre d'avoir un petit peu plus de flexibilité au niveau de son interprétation. Ça donne une plus grande visibilité sur ce qui s'est réellement passé pendant la présence des enfants. Ensuite, au niveau de l'affichage, il faut savoir que dans le cadre d'une mesure via un laboratoire COFRAC, on va avoir la nécessité de réaliser un affichage, ce qui n'est pas forcément le cas dans le cadre de l'autodiagnostic en cas de dépassement de valeur limite. En cas de dépassement de valeur limite, les résultats peuvent rester, je dirais, dans le cadre de la collectivité et être réévalués à plusieurs reprises.
Ensuite, dans le cadre du COFRAC, il est nécessaire d'avertir le préfet en cas de dépassement de valeur limite. Dans le cadre de l'autodiagnostic, ce n'est pas une obligation. Dans les deux cas, l'affichage auprès des utilisateurs doit être réalisé. Ça, c'est nécessaire dans tous les cas. Et il faut savoir aussi que une des grosses différences importantes entre la mesure COFRAC et l'autodiagnostic reste le coût. Dans le cadre d'une mesure COFRAC, on est de l'ordre de 3 000 € par établissement. Alors que dans le cadre de l'autodiagnostic, on va pouvoir avoir jusqu'à 10 fois moins. Le coût est à peu près divisé par 10. Sur les premières campagnes qui ont été réalisées en collectivité, on a constaté que les paramètres qui étaient le plus souvent dépassés étaient le formaldéhyde. C'est une mesure qui a été réalisée, je crois, en 2014, si je me souviens bien. Donc, on a à peu près un dépassement du confinement dans de nombreux cas, du formaldéhyde également. Donc, c'est vraiment les deux paramètres qui sont, je dirais, le plus à risque, compte tenu des premières évaluations qui ont été réalisées. Alors, nous arrivons sur la deuxième partie qui va vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut mettre en place une campagne de mesure avec un équipement tel que le NEMO pour faire la surveillance dans les ERP. Donc déjà, ce qui est important, je le rappelle, les paramètres qui vont être mesurés avec le NEMO sont le CO2 pour l'indice de confinement, qui sera calculé automatiquement, la mesure du formaldéhyde en continu, la température, l'hygrométrie et les COV légers. Alors, petit aparté, ce qu'on va appeler ici les COV légers, ce sont les molécules légères. Ce sont les molécules plutôt de la famille des aldéhydes et des alcools, entre 3 et 6 carbones. Alors, ça va donner une idée de la pollution. C'est assez ciblé sur les polluants intérieurs, en fait. Le capteur que nous avons intégré est vraiment ciblé sur les polluants intérieurs. Le NEMO, tel qu'il se présente, va être fourni avec 2 badges de calibration, un pour le CO2 et un pour le formaldéhyde, ce qui présente l'avantage de vous laisser toute l'autonomie pour pouvoir travailler sans avoir besoin de renvoyer l'équipement en atelier. Alors, je vous explique très rapidement comment ça fonctionne. Les petits badges de calibration sont fournis avec l'appareil et vous permettre, pour ce qui est du formaldéhyde, de recaler le signal sur une densité optique prédéfinie, donc ce qui va permettre en fait tout simplement de réaliser la calibration de l'équipement. Pour le CO2, de manière à vous éviter d'avoir une bouteille de calibration avec du gaz en concentration donnée, nous avons pris l'option de fournir un appareil qui a l'autocalibration. Alors l'autocalibration, ça va permettre de faire un calage de la concentration en CO2 sur la mesure la plus basse qui a été vue par l'appareil depuis un certain temps. Donc, pour la calibration sur le CO2, on insère simplement le badge de calibration qui va indiquer à l'appareil qu'il doit se recaler sur la valeur la plus basse qui sera vue. Et on le met à l'extérieur, c'est-à-dire sur un air sain, qui est de l'ordre de 420-430 ppm d'expérience. Un air extérieur est à peu près à ce niveau-là. Et donc, on va forcer le calage sur ces valeurs-là. Si jamais on ne forçait pas la calibration, il faut savoir que l'équipement va le faire de façon automatique une fois par mois
va regarder la valeur la plus basse enregistrée et va recaler son signal sur cet enregistrement. Voilà, donc ça reste assez simple. Hop. Ensuite, l'appareil est fourni avec un aimant qui va permettre de communiquer avec l'appareil. Le logiciel qui est présent sur la clé USB, qui va permettre de récupérer les informations enregistrées a posteriori. Et tout le nécessaire pour récupérer les données. Hop, slide suivante. Alors, simplement pour la mesure du formaldéhyde, je vous explique rapidement comment cela fonctionne. Donc, dans l'appareil, je ne sais pas si on le voit très bien, voilà. Donc, on a ici, en fait, l'équipement d'enregistrement se présente ainsi. Les capteurs sont à l'intérieur. On a un capteur optique qui va être présent ici pour la mesure du formaldéhyde. Et les badges formaldéhyde s'insèrent ici dans l'appareil. Donc, je mets un badge à usage unique à chaque mesure, enfin, à chaque campagne de mesure. Donc, on voit ici, par exemple, c'est un badge qui est déjà bien jauni, donc qui a déjà servi. Et on l'insère tout simplement dans l'appareil. Alors, ici, nous allons aborder la méthode qui doit être appliquée pour réaliser les mesures. Alors, une question qui nous revient assez fréquemment, c'est où est-ce que les mesures doivent être réalisées? Donc, il s'agit bien des établissements recevant des enfants de moins de 6 ans et des écoles maternelles qui sont aujourd'hui concernés. Il est conseillé de faire une mesure dans les pièces où les enfants sont présents au moins 12 heures par semaine. Souvent, ce sont les classes et les salles, éventuellement des salles d'éveil en ce qui concerne les crèches. Et il est conseillé de faire des regroupements par groupe de classes homogènes. En effet, on ne va pas faire une mesure par classe et on va extrapoler une mesure sur un groupe de classes homogènes qui va... Alors, on va considérer que des classes homogènes sont des classes qui font partie du même établissement, qui sont sur le même niveau, donc le même étage, qui vont avoir les mêmes modes de ventilation, extraction, et qui vont avoir le même type de mobilier ou de revêtement. Très souvent, on travaille sur plan, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à l'aide de plans, savoir combien de mesures on va pouvoir réaliser sur un établissement. Par exemple, ici, sur un même étage, on va avoir ici, par exemple, on identifie les pièces sur lesquelles les enfants sont plus de 12 heures par semaine. Et on va réaliser ici une mesure pour 2 classes. On peut aller une mesure jusqu'à 3 classes. Comment est-ce qu'on utilise le Nemo? Alors, d'une part, bon, ça reste très très simple. On démarre l'appareil à l'aide de l'aimant. Ensuite, on le laisse enregistrer pendant les 7 jours. Donc, il n'y a pas à intervenir sur l'équipement. En fin de campagne, le vendredi, on récupère les données. On a aussi, donc on récupère les données en filaire, en méthode filaire à l'aide du logiciel. Et on a également l'option de pouvoir utiliser la communication Sigfox pour la récupération des données en continu.
Et la dernière chose, on imprime le rapport, ce qui demande assez peu d'intervention du prestataire ou de l'utilisateur. Alors peut-être on va revenir sur un rapport type. Donc, voilà un petit peu le type de rapport qui sort de façon automatique avec l'appareil. On va avoir une mesure du formaldéhyde qui est soit une mesure sur la totalité de l'enregistrement, soit une mesure sur les heures de présence. Alors ça, j'y reviendrai un petit peu après. Ensuite, on va avoir la mesure du CO2 et l'interprétation via l'indice icône. Toujours pareil, au niveau de l'indice icône, on va avoir la possibilité de soit d'interpréter le résultat sur la totalité de l'enregistrement ou sur les heures de présence uniquement. Et dernière information, les soulevés légers. Sur le rapport, alors je ne sais pas si on va avoir au niveau du rapport. Donc là, la première page, c'était la synthèse. Et ensuite, on va récupérer les enregistrements avec un petit code couleur qui va indiquer si on est conforme ou pas aux heures, sur les heures d'enregistrement. Ici, au niveau du CO2, c'est bien l'enregistrement en ppm qui va sortir. Et au niveau du résultat, on a le calcul de l'indice icône. Ensuite, on a la température, l'humidité et la pression. La possibilité d'ajouter dans le texte une conclusion de manière à ce que le client ait un rapport complet vis-à-vis de son bâtiment. Donc ici, on a un exemple de graphique qui va nous être, qui est un cas concret en fait, qui a été réalisé dans une école, dans lequel on voit très clairement que certaines activités sont déjà qu'il y a une émission au niveau du formaldéhyde. Alors le formaldéhyde est en violet, on voit ici qu'il y a une séquence qui se répète tous les jours avec une augmentation du formaldéhyde. La nuit, la nuit ou en absence des enfants, ça va diminuer. Et on a toujours une augmentation qui est séquentielle. Ensuite, on constate aussi donc au niveau du CO2, on a une séquence qui est récurrente. Ici, en journée, on a une aération qui est plutôt positive et en absence d'aération, on a des pics. On a constaté aussi, à l'aide de ce type de graphique, qu'il y a des activités qui sont émettrices de polluants, et en particulier sur le formaldéhyde, ici en fin de journée, sur la 5e journée. On a un gros pic de formaldéhyde qui est inhabituel par rapport aux autres jours et qui va être, lui, dû non pas à l'émission du bâti ou du mobilier, mais plutôt à une activité. Alors là, en l'occurrence, ça correspond à des travaux de collage et de peinture qui sont réalisés en fin de journée et qui, très clairement, ont été émetteurs. Je peux faire un commentaire là, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon, Stéphanie. Ce graphe est important de bien comprendre la différence entre les deux méthodes. La méthode dite méthode COFRAC et la méthode dite de l'accompagnement à partir de l'autocontrôle. Si vous faites une mesure de formaldéhyde ou de benzène avec la méthode COFRACée, vous allez avoir une seule valeur de mesure moyenne sur la totalité de cette période. C'est-à-dire que sur une période de 5 jours, comme tu l'as montré là, c'est dommage que tu aies changé,
sur la slide 25. Là, on voit toute la vie de la qualité d'air intérieur pendant les périodes d'occupation, de non-occupation du bâtiment. On voit comment ça se comporte et on peut en tirer des conclusions sur les mesures qu'il est nécessaire de prendre pour éviter d'exposer les enfants à ces pics de formaldéhyde. Si vous faites la même mesure avec la méthode dite COFRAC, vous allez avoir une moyenne de formaldéhyde sur la durée de ces 5 jours, et peut-être que la moyenne, elle va être à un niveau moyen au niveau des seuils, des valeurs critiques ou des valeurs limites, et on va pas forcément en tirer de conclusion sur ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Tandis que là, vous avez vraiment un point toutes les 10 minutes ou toutes les heures, ça dépend du polluant recherché. Et là, vous voyez vraiment, vous pouvez corréler différents phénomènes entre la présence des occupants, entre l'utilisation de la ventilation, et on voit exactement ce qui se passe. Et on peut vraiment faire un accompagnement très poussé avec ce type d'enregistrement, chose que vous n'avez pas dans l'autre méthode. Alors, ça faisait justement l'objet du slide suivant, donc c'est parfait, c'est très bien, Jean-Michel. Justement, le slide suivant nous permettait aussi de mettre l'accent sur une des spécificités de notre équipement, qui est de pouvoir sélectionner les heures de présence des enfants et de pouvoir exprimer le résultat en fonction des heures de présence. Pourquoi? Parce que quand on a comme ça des enregistrements, par exemple ici, on a des pics de polluants, on ne va pas être forcément en mesure de savoir si ces pics sont pendant les heures de présence. Ça peut être la nuit, par exemple, en absence de ventilation. Et donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir extrapoler la mesure sur les heures de présence. Par exemple, sur cet enregistrement-là en particulier, on a exprimé les résultats de deux manières différentes. Soit la moyenne sur les 4 jours et demi d'enregistrement. Donc, sur les 4 jours et demi, on va avoir un résultat qui est à 23,8, ici en jaune, en formaldéhyde, 23,8 microgrammes mètre cube, sachant qu'on sait que le seuil est à 10 microgrammes mètre cube. Et lorsque l'on exprime les résultats en fonction des heures de présence, on s'aperçoit que là, on a un résultat qui est de 7,3 microgrammes mètre cube, donc qui est plutôt favorable et là qui se situe en dessous des seuils réglementaires. Tout cela pour dire que l'outil va vous permettre d'apporter une véritable valeur ajoutée par rapport à une mesure moyennée sur 4 jours et demi. Vous allez pouvoir savoir s'il y a une réelle exposition des enfants. Et en interprétant ces graphiques, on va pouvoir corréler les pics éventuels avec l'activité, qui peuvent être des activités de travaux manuels, mais aussi des travaux, des activités ménagères. Ça peut souvent au moment du ménage, donc en absence des enfants, et lorsque l'enregistreur tourne, on va pouvoir voir un pic de formaldéhyde, par exemple, qui serait dû là à l'utilisation de produits. Au niveau de la mesure, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une haute spécificité puisque le matériau que je vous ai décrit tout à l'heure est vraiment sélectif à la molécule formaldéhyde. Donc on ne peut pas avoir d'interférence avec d'autres molécules. On a une limite de détection qui est très basse, qui est de l'ordre du ppb, et on a une mesure qui est en continu. Donc, on va répondre sur cette molécule-là en intégralité aux exigences qui sont très clairement expliquées dans le guide pratique. Le guide pratique va vous, d'ailleurs, le guide pratique cite Hetera comme la seule méthode pouvant faire la mesure du formaldéhyde en continu. Tout ceci, tout simplement parce que nous avons la spécificité et la limite de détection nécessaires pour pouvoir répondre sur ces points-là. Jean-Michel? C'est bon. C'est bon? Ah, super.
Il paraît qu'on m'entend Super. très mal, alors je vais pas en rajouter. Non, ça va, ça va. Ensuite, tout à l'heure, j'ai évoqué la communication Sigfox. Alors, tous nos équipements aujourd'hui, les équipements qui sortent de nos ateliers sont tous équipés de la communication Sigfox, entre guillemets, de série. Ça va permettre aux prestataires de pouvoir faire un suivi en continu depuis leur PC ou éventuellement d'un téléphone portable des concentrations. Donc, c'est une application que nous avons développée en interne chez Terra. Ça va vous permettre de visualiser plusieurs équipements. Ici, on a tous les appareils qui sont logués sur la gauche. Donc, tous les équipements qui sont émetteurs, qui font partie de votre parc, vont pouvoir être visualisés les uns après les autres. Et on a vraiment une transmission en instantané des résultats sur tous les paramètres. Alors, par contre, il faut savoir que cette interface va nécessiter un abonnement que l'on est en mesure de vous fournir et qui est optionnel. Voilà. Par défaut, notre équipement, tel qu'il est proposé à nos clients, si vous ne prenez pas cette option, fait l'enregistrement et vous pouvez récupérer les données en filaire via votre logiciel. Au niveau de cette interface, on a la possibilité de faire des visualisations sur la journée, la semaine ou le mois. On a tous les paramètres qui apparaissent. Et puis, on a également les fichiers CSV qui sont disponibles. Dernière chose, on a la possibilité d'indiquer des seuils et d'être informé au dépassement de seuil de ces dépassements de manière à pouvoir mettre immédiatement en place des actions, par exemple. Est-ce que j'ai tout dit, Jean-Michel? Oui, oui. Parfait. Dernière chose, le Nemo tel que nous l'avons conçu est un équipement qui se veut également évolutif pour pouvoir répondre à de plus en plus de problématiques. Donc, comme vous l'avez compris, en série, il est équipé de la température, de l'hygrométrie, de la mesure de formaldéhyde, de la mesure du CO2, des COV légers. Il possède la communication via le Sigfox. Nous proposons également des cartes optionnelles qui sont issues de nos sélections. Donc, particulièrement, donc, on a un capteur particules fines 2,5 et 10. On a un capteur de COV totaux qui est un petit peu plus, qui va permettre de voir un spectre beaucoup plus large que le capteur entre guillemets COV léger, le capteur de base. Et on a également la possibilité de vous fournir un capteur radon en mesure en continu toujours, hein, donc avec la possibilité de superposer l'ensemble des enregistrements de manière à corréler les uns avec les autres. D'autre part, au niveau du caractère évolutif donc de notre équipement, on vous a présenté ici la version diagnostique, qui est le mot comme celui-ci. Voilà. On a aussi une version fixe qui va se destiner à faire de la mesure en continu. Donc, en fait, au niveau des capteurs, ce sont exactement les mêmes capteurs, les mêmes technologies, mais simplement, là, on va être en mesure continue, donc en filaire. On ne va pas avoir la possibilité de déplacer l'équipement. Et par contre, toujours la possibilité de visualiser les informations sur le cloud. Et au niveau et l'option cloud, toujours pour le monitoring en temps réel des informations. Donc, juste un point, la principale différence entre la version diagnostique et la version fixe, c'est que la version diagnostique
elle est équipée de sa propre batterie qui a une durée de vie d'environ une semaine. Et donc, lorsqu'on est avec la version diagnostique, donc celle-ci, le boîtier noir, on est complètement autonome. C'est-à-dire qu'on peut se promener avec l'appareil, le poser quelque part, faire une campagne de mesure, le déplacer, aller dans un autre endroit. Si on est équipé de Sigfox, il émet toutes les 10 minutes toutes les données qu'il recueille et il est complètement autonome. Donc, il n'y a rien besoin d'autre que l'appareil. Il faut juste s'assurer que sa batterie est bien rechargée. Le modèle XT, donc qui lui et pour le monitoring, nécessite une alimentation externe. Voilà, c'est la principale différence entre les deux appareils. C'est bien ça, Stéphanie? Tout à fait. C'est parfait. C'est quoi? Donc, sur les autonomies, on est environ sur un Nemo avec une batterie neuve, hein, donc à la base, environ 4 semaines sur le Nemo noir, hein, le diagnostic, avec une configuration standard. Après, si on rajoute des cartes fixes, ça peut changer. Donc, en effet, si par exemple on vient rajouter une carte particules fines, on va avoir 10 jours environ. C'est ce dont Jean-Michel parlait. Et avec une batterie vraiment usée, mais ça demande de faire beaucoup de mesures, hein, donc environ 500 fois 4 semaines. On aura encore au moins 2 semaines de batterie avec la configuration de base. Bien, donc pour conclure, le Nemo est un appareil qui est simple à mettre en place. En tout cas, il a été conçu de manière à ce que vous puissiez avoir finalement assez peu de mise en œuvre dans son installation, dans la récupération de données. Les mesures sont fiables et complètes. Au niveau de la technologie, il faut savoir que c'est ce qu'il existe de mieux en termes de mesures pour le CO2 et le formaldéhyde. On reste sur des technologies qui sont avec des seuils de détection bas et conformes à ce que l'on vous demande dans le cadre de l'autocontrôle. Donc, c'est un outil qui est vraiment, vraiment très performant à ce niveau-là. Et au niveau de ce qu'il peut apporter, ce qui est intéressant, c'est qu'il va permettre d'instaurer des bonnes pratiques très facilement et d'apporter une véritable valeur ajoutée en termes d'interprétation des données, puisqu'on fournit les graphes. Donc, on va pouvoir intervenir concrètement sur, quand on parle d'amélioration continue, on a besoin d'avoir une certaine visibilité. Et là, on apporte une véritable visibilité sur ce qui se passe en réel. On n'est plus sur des hypothèses, mais sur de la mesure. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant au niveau de l'apport. En tout cas, c'est très bien reçu par les collectivités. Et puis le Nemo est un équipement qui est évolutif. On essaye de le faire, de lui apporter un maximum de possibilités. Il est connecté, donc ça aussi c'est important. Ça permet d'avoir une trace en réel des informations et de tirer des conclusions le plus rapidement possible. Voilà, pour ce qui est de cette partie-là. Alors, on va arriver peut-être à la partie question. Jean-Michel, il y avait autre chose à ajouter par rapport à ma conclusion? Non, je vois qu'il y a des questions, donc on va essayer de Il y a des questions, d'accord. Il y a eu beaucoup de questions. Allez. Attendez, je vais activer mon micro, ce sera peut-être plus simple. Allez, c'est parti pour les questions. En effet, il y a eu pas mal de questions. Je vais les afficher. J'ai essayé de répondre au maximum pendant la présentation sur le chat aux personnes en direct. Et donc, on va prendre peut-être celle qui était le plus générique. La première sur la partie décret. Donc, on avait une première question qui demandait à partir de 2018 ou avant le 1er janvier 2018. Donc, c'est avant le 1er janvier 2018. Donc, comme j'expliquais sur le chat, on va dire que pas mal de communes sont en retard, même si c'est relativement classique, et donc le mettre en place vraiment cette année. Maintenant que l'échéance est passée, sachant que
les discours des personnes présentant le dispositif n'ont pas toujours été clairs et donc il y avait des gens qui disaient à partir de 2018. Donc c'était pas forcément très bien compris de tout le monde. Et une question qui est reliée à l'agenda aussi, sur le fait que Ségolène Royal avait mis en stand-by le décret. Donc oui, en 2014, septembre 2014, par contre, il y a eu des textes qui sont parus en août 2015, le décret 2015-1000, qui a remis donc cette obligation au goût du jour, avec du coup un décalage de date. En fait, au tout départ, pour les accueils collectifs d'enfants de moins de 6 ans, école maternelle, c'était avant le 1er janvier 2015. Et donc, en fait, ils ont décalé cette première échéance sur 2018, qui était au départ les écoles primaires. Et donc là, on a accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, école maternelle, école primaire, qui devait être réalisée avant 2018. Voilà. Je vais revenir là-dessus, si tu veux bien, Romain. Oui, bien sûr. Le programme avait été mis en attente par Ségolène Royal parce que les collectivités locales avaient considéré que le dispositif était trop coûteux pour un résultat trop faible. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y avait qu'une méthode qui était proposée à l'époque, qui était uniquement la méthode que l'on a décrite dans le slide numéro 5, je crois, qui était la méthode dite par, si tu peux la remontrer, qui était la méthode, on va revenir dessus pour être ici dans les thèmes. Voilà. Ici, là. C'était la méthode qui s'appelait campagne de mesure COFRAC. Et la méthode, donc c'était la seule méthode qui avait été proposée dans le premier dispositif, qui était donc de faire des prélèvements puis des analyses laboratoires pour la partie formaldéhyde et benzène. D'autre part, l'analyse en continu, donc l'enregistrement en continu du CO2, également par un dispositif avec une accréditation pour le prélèvement et également une complexité très très importante sur l'étalonnage des détecteurs et des capteurs CO2. Le dispositif était très très complexe et nécessitait une compétence et une accréditation d'un très haut niveau qui faisait que le dispositif était très onéreux, de l'ordre de 3 000 voire plus euros par école. Et les grandes communes se retrouvaient avec des budgets colossaux à dépenser et pour des résultats relativement incomplets puisqu'on avait juste un point de mesure en ce qui concerne, on avait un indice ICON, un indice de confinement, une mesure de formaldéhyde, une mesure de benzène et c'est tout. Et en fait, on considérait que ça ne répondait pas à l'objectif qui était d'améliorer la qualité d'air intérieur et que le budget était trop élevé. Donc, a été mis en place le deuxième dispositif qui permettait de choisir, c'est-à-dire que l'exploitant peut choisir sa méthode, il peut continuer à utiliser la méthode COFRAC, ou alors il peut mettre en place le programme de prévention qui est issu du guide des bonnes pratiques, pour lequel on a un champ d'investigation beaucoup plus large et pour lequel on a un champ de mise en place de conseils et d'accompagnement des collectivités locales beaucoup plus important et qui permet l'utilisation d'outils comme le NEMO qui va permettre d'enregistrer et de conseiller les collectivités. Donc le dispositif en fait a évolué et donne beaucoup plus de possibilités. Alors bien évidemment les collectivités locales peuvent le faire elles-mêmes. On a quelques grandes communes qui ont investi dans des outils tels que NEMO et le font elles-mêmes, mais ça nécessite quand même un niveau de compétence qui, en général, vient plutôt des bureaux d'études ou des diagnostiqueurs ou des gens qui travaillent sur les problématiques de qualité du bâti. Voilà. Et en plus de ce niveau de compétence-là, il y a beaucoup de communes qui n'osent pas, on va dire, pour des questions de responsabilité, qui préfèrent vraiment passer par quelqu'un d'externe, mais qui n'est pas un COFRAC pour pas retomber dans tous ces problèmes de coûts, voilà. Donc de coûts et puis de non-représentativité des mesures. Donc il y a réellement un marché pour l'accompagnement à la mise en place du plan de prévention pour les communes. Voilà. Globalement, hop, je vais repasser aux questions. Il y avait une question sur les modalités de contrôle, en fait, pour savoir si les communes avaient bien répondu à l'exigence ou pas. Donc déjà, ça dépend de quel choix est pris par les communes et en plus, de façon générale, ça n'a pas été vraiment clarifié. Il me semble de mémoire que dans les premiers textes, il était écrit qu'il y aurait une autorité de contrôle,
mais je ne pense pas qu'elle ait été définie. À ma connaissance, elle n'a pas été définie. On pensait dans un premier temps aux ASCA, mais je ne pense pas que ça a été officialisé. Et je ne sais pas si c'est vraiment leur travail de contrôler ce type de choses-là. Donc les ASCA, c'est les gens qui s'occupent de faire les indices pour la pollution de l'air atmosphérique et notamment les alertes pollution. Voilà. Donc aujourd'hui, ça reste très flou sur cette partie-là. Après, ce qui les motive, c'est pas tellement le fait que quelqu'un va venir les contrôler, c'est la responsabilité que les maires ou autres élus pourraient avoir quant à d'éventuels problèmes de santé des personnes qui auraient été amenées à fréquenter ces établissements-là. Voilà. Type problème amiante où les personnes pouvaient être responsables. Là, c'est ce type de choses-là qui les motive à mettre en place ces réglementations la plupart du temps. Voilà. Outre le fait qu'il y ait une réglementation et qu'ils s'y conforment. Hop là. La question, donc après, c'était sur le type de... Est-ce qu'il fallait forcément être bureau d'études ou il y avait d'autres types de possibilités, AMO, etc. Donc non, il n'y a pas de typologie de prestataire bloqué. Hein. Donc, quelle que soit votre activité, vous pouvez proposer ce type de prestation-là. Les gens ont demandé s'il était possible d'avoir la présentation, donc bien sûr, elle sera envoyée aux participants, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a eu la question sur le benzène. Voilà, hop là. Sur le benzène. Donc, en effet, Nemo ne mesure pas le benzène. Aujourd'hui, les taux de benzène à mesurer sont tellement faibles que seules les analyses laboratoires sont aptes à donner un niveau de benzène avec les inconvénients qu'elles ont, mais il n'y a qu'elles qui peuvent le faire. Cependant, pourquoi il n'est pas forcément intéressant de proposer une analyse benzène d'entrée de jeu? En réalité, la première chose qu'on voit sur ce tableau, donc c'était le récap des mesures qui avaient été faites, c'est que finalement par rapport au dépassement de la valeur guide, il y avait relativement peu de dépassements en benzène. Donc il y a peu de cas où il y a des problèmes, contrairement à formaldéhyde et confinement, on a plus d'un cas sur 10 qui pose problème. La deuxième chose, c'est que le formaldéhyde, ça vient des matériaux, des meubles, etc. Donc il y en a forcément dans la pièce. Le CO2, donc le confinement, ça vient de la respiration des gens et de la perméabilité à l'air du bâtiment ou de la ventilation. Donc il y a forcément ces choses-là qui rentrent en jeu. Le benzène, la plupart du temps, ça vient de sources extérieures ou de carburant. Donc du coup, c'est identifiable visuellement. Si vous avez une source benzène, donc une route trépassante à côté, un stockage d'hydrocarbures dans le bâtiment, vous allez pouvoir l'identifier visuellement et éventuellement faire une mesure que dans ce cas-là, qui reste relativement rare. Et donc, en moyenne, nous, les clients, qu'ils soient prestataires ou des communes directement, ne font les analyses de benzène que s'ils ont visuellement identifié un risque à l'aide du guide de bonne pratique. Voilà. Contrairement au formaldéhyde ou au CO2, où on a forcément dans les pièces, on peut avoir un problème que le bâtiment soit neuf, ancien, etc. Et c'est bien de faire des mesures un peu systématiquement, au moins la première année. Donc nous, en moyenne, ce que les gens font, c'est qu'ils font formaldéhyde, CO2 la première année. Comme ça, ils voient s'ils sont bons ou pas bons. Si jamais il y a des corrections à faire, ils les font. Et après, les années suivantes, ils vont venir faire un contrôle, voir s'ils n'ont pas ajouté de nouvelles sources. Donc les sources, ça peut être soit changement de meubles, changement de matériaux, rénovation, etc. pour le formaldéhyde. Et pour le confinement, la plupart du temps, c'est si jamais il y a eu un travail sur l'étanchéité du bâtiment, changement des ouvrants, voilà, des choses comme ça. Et là, dans ce cas-là, s'il y a eu une potentielle source introduite dans le bâtiment, ils font la mesure de contrôle. Tout simplement. Alors après, il y avait le prix. Le prix, je vais laisser peut-être Stéphanie ou Jean-Michel répondre. Je vais donner des ordres de grandeur. Donc le Nemo, ça coûte moins de 1 000 euros, c'est 900 et quelques euros. Donc ça, c'est l'appareil de base. Donc déjà, vous pouvez commencer à travailler avec, vous familiariser avec l'appareil, faire des mesures de température, hygrométrie, CO2,
Alors, Jean-Michel, on t'entend pas très bien, il faudrait peut-être se rapprocher. Ouais, là c'est mieux. Je sais pas si c'est mieux, oui. Si, c'est mieux. Il va falloir qu'on retravaille le micro, donc je voulais pas que le prix s'entende. L'appareil donc de base coûte moins de 1 000 euros, c'est 900 et quelques euros, et ça permet de faire donc de travailler sur tous les paramètres de base, notamment le CO2, l'indice de confinement va être calculé, température, hygrométrie, pression barométrique. Le logiciel est inclus. Il est Sigfox ready, c'est-à-dire qu'il peut se connecter au réseau Sigfox, mais il faut prendre un abonnement. L'abonnement, il coûte une quinzaine d'euros si vous avez un seul appareil, et ensuite c'est dégressif, ça va descendre jusqu'à 5 euros par mois pour plusieurs appareils. Et ensuite, donc, il faut les badges, donc les badges de formaldéhyde. Là également, il y a des prix dégressifs s'ils sont achetés en petite quantité ou en grande quantité, mais en petite quantité, ça revient à 75 euros le badge. Donc 75 euros, ça permet 65. de faire 65 euros, pardon. Ouais, 65 euros, ça permet de faire donc une campagne de mesure, c'est-à-dire une semaine de mesure sur un point. Donc rien que le badge qui va vous donner un enregistrement sur la totalité de la semaine coûte beaucoup moins cher que le badge plus l'analyse pour la méthode laboratoire. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur les prix. Non, c'est bien. En effet, je pense que l'important, c'est ce que tu as cité en dernier. On va avoir un badge qui va quasiment coûter, enfin une analyse, finalement un point de mesure qui va quasiment coûter 2 fois moins cher en formaldéhyde avec Nemo qu'avec une analyse laboratoire, alors que vous allez pouvoir donner une mesure qui est représentative de l'exposition des enfants, ce qui n'est pas le cas avec l'autre technologie. Voilà. Il y a des questions sur la formation. Voilà. Tu veux peut-être répondre, Jean-Michel? Sur la formation en QAI de façon générale. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à inventer dans le domaine, puisqu'effectivement, c'est des nouvelles technologies. Donc, les méthodes dites coffraquées sont réservées à une élite. Il y a relativement peu de formation sur ces méthodes-là, puisqu'il faut d'abord travailler sur la certification. Et donc, toutes ces méthodes autour de l'Ethera, d'une façon générale, l'Ethera est un produit simple à utiliser. On a nous-mêmes des clients qui, je l'ai pas dit, mais on peut également louer l'appareil, vous achetez les badges, et on fait le support technique soit au démarrage, donc les clients qui viennent le chercher chez nous, ou à distance pour les premières fois où vous utilisez l'appareil. Ensuite, il est certain que mettre en place une vraie stratégie d'accompagnement, aujourd'hui je connais pas de formation sur le sujet. Par contre, on a beaucoup de nos clients, dont certains sont aujourd'hui avec nous, qui y travaillent pour leur propre stratégie commerciale ou pour proposer des formations. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent proposer des formations, ben, ça nous intéresse aussi. À savoir que pour ceux qui utilisent l'appareil pour la première fois, est fourni avec l'appareil une clé USB où vous trouvez notamment le logiciel, et sur cette clé USB, il y a une vidéo tutoriel qui vous montre toutes les étapes pour poser, les conseils de pose, et derrière pour télécharger les données et éditer le rapport. Voilà. Si vous voulez la consulter, elle est consultable sur la chaîne YouTube Ethera Labs. Alors. Y a-t-il des contraintes de taille d'établissement pour l'autocontrôle? Alors, en tout cas, si je comprends bien la question, c'est est-ce qu'il y a une limite? Non. Après, comme l'a dit Stéphanie, donc le but c'est de définir les pièces homogènes. Vous mettez entre 1 et... Enfin, s'il y a 1 à 3 pièces dans le groupe de pièces homogènes, vous mettez 1 Nemo. S'il y en a 4 et plus, vous en mettez 2, sans jamais dépasser 8. Donc, imaginons que si vous avez un établissement, un lycée gigantesque où vous devriez faire 25 points de mesure, il faudra en faire 8 uniquement, et justifier pourquoi celle-ci.
En tout cas, ça c'est ce qui était décrit dans la partie COFRAC. Il n'y a pas de stratégie d'échantillonnage décrite dans l'autocontrôle, donc vous pouvez faire un peu comme vous voulez, mais quand on fait un diagnostic initial en année 1, la stratégie d'échantillonnage, on peut considérer qu'on prend la même que pour l'autre technique. Hein. Le but, c'est juste de définir des pièces. Donc ça, j'ai envie de dire, quelle que soit la méthode technologiquement utilisée, on peut utiliser la même stratégie d'échantillonnage. Alors attendez, je regarde, je reprends le chat. Hein, donc du coup, il y a des questions qui arrivent au... Attendez, hop, je vais la faire afficher puisqu'il y a plusieurs personnes a priori que ça intéresse. Voilà, j'en ai 2 là. Voilà. Pouvez-vous nous décrire une mission type d'accompagnement à l'autodiagnostic et à quel tarif cette mission peut être facturée? Alors, en effet, ça peut être plus ou moins complet, cette mission d'accompagnement. Tout dépend du niveau on va dire, du niveau que souhaite la commune. Ce qui est le plus souvent proposé en termes de prix, alors en termes de prestations, c'est une prestation qui va vers les 1 000 €, où il y a vraiment un accompagnement à la mise en place du guide de bonne pratique, éventuellement un peu de sensibilisation sur le personnel des communes ou le personnel des établissements. Et les points de mesure, donc à raison d'environ 2 points de mesure par établissement, parce que c'est ce qu'on trouve relativement classiquement sur les écoles maternelles, écoles primaires, crèches. Voilà, alors souvent c'est des missions, comme je disais, avec année 1, on contrôle un peu tous les établissements, donc ça va vraiment dépendre de la taille de la commune, etc. C'est sûr que si vous pouvez aller poser, si vous allez dans une grande commune, que vous pouvez poser sur plusieurs jours consécutifs, amortir éventuellement le voyage, vous allez pouvoir facturer, proposer un prix peut-être plus attractif. 10 fois moins cher en moyenne, c'est plutôt sur des grosses communes. Voilà. À savoir que l'avantage du NEMO aussi par rapport aux techniques classiques, c'est-à-dire que les techniques classiques, comme le week-end va fausser la technique, puisque quand on pose, si vous posez le mercredi, que vous récupérez le mercredi, vous allez forcément avoir le week-end qui va venir fausser, parce qu'il va être contenu dans l'analyse labo finalement, puisque vous ne pouvez pas avoir la mesure en continu et sélectionner les horaires derrière. Vous êtes obligé de poser le lundi et récupérer le vendredi. Ça, c'est les COFRAC qui sont obligés de poser le lundi matin et récupérer le vendredi soir. Donc finalement, dans une semaine, ils ont le lundi matin où ils sont très chargés, le vendredi soir, enfin vendredi après-midi, ils sont très chargés, et au milieu, ils peuvent rien faire. Avec Nemo, c'est pas vrai, parce que si vous posez le mercredi, que vous récupérez le mercredi, comme après, vous allez rentrer les heures de présence, le week-end ne va pas venir fausser. Donc en fait, si vous avez une grosse commune comme client, vous allez pouvoir éventuellement poser lundi, mardi, mercredi, venir récupérer lundi, mardi, mercredi, ce qui va quand même faire gagner en frais de déplacement, etc., ce qui va vous permettre de réduire vos coûts et de potentiellement avoir quelque chose de plus intéressant en termes de facturation. Mais la plupart du temps, ça tourne autour de 1 000 € contre 3 000 en COFRAC, donc 3 fois moins cher sur des communes, on va dire, de taille moyenne, intermédiaire. Il y avait une autre question, y a-t-il toujours les campagnes en été et en hiver en autocontrôle? Non, c'est complètement libre. Donc c'est vrai que la plupart du temps, les gens ne font qu'une campagne, ce qui permet aussi, là aussi, de réduire les coûts, de le faire qu'une fois par établissement au lieu de 2 fois dans l'année. On nous a posé aussi une question sur le radon. Donc le radon, c'est pas cette réglementation-là, c'est une autre, mais en effet, ça touche aussi les écoles, enfin les ERP de façon générale. Donc Nemo, on est en train de développer un module radon, on est en train là de le fabriquer. Voilà. Il a été développé, validé, on est à l'étape de fabrication, donc il devrait certainement être disponible d'ici la fin de l'année. La présentation.
Eh bien, écoutez, je pense. Alors oui, ici, il y avait encore une question. Faut-il un émo par point de prélèvement? Oui, en effet, un émo par point de prélèvement. Donc, si vous avez 2 points à faire dans un établissement, il vous faudra 2 némos. Voilà, donc on arrive à la fin des questions. Je vérifie. Alors, hop, il y en a une nouvelle. Du coup, je vais l'afficher. Quelle est la fréquence des mesures en autodiagnostic par rapport à la méthode COFRAC? Donc là, en moyenne, donc la COFRAC, c'est tous les 7 ans. L'autodiagnostic, on le fait une première fois et après, c'est vraiment en fonction de la vie de votre bâtiment. C'est si vous mettez des sources, si les communes plutôt ajoutent de nouvelles sources dans l'établissement, ils vont pouvoir faire appel à vous pour faire un contrôle à ce moment-là. Donc voilà, ça peut être tous les ans. En fait, il faut regarder tous les ans si on a ajouté des nouvelles sources. Mais ça va être vraiment sur des pièces particulièrement et potentiellement touchées par une dégradation de la qualité de l'air intérieur. Et donc, c'est là où c'est intéressant pour les communes parce que c'est une vraie amélioration continue et un vrai suivi continu des bâtiments pour faire en sorte que les élèves soient toujours dans une atmosphère saine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que c'est bon a priori. Ok. Merci. Donc, Bien. peut-être juste pour déjà remercier tout le monde. Pour ce qui est des questions que vous pourriez vous poser, donc Stéphanie Frappier vous a mis ses coordonnées, donc peut-être pour vous renseigner donc sur des éléments complémentaires sur Jean-Michel, les peut-être parler un peu plus fort. On m'entend pas très bien. Bon, bah, je vais juste donc dire que vous pouvez contacter Stéphanie pour toutes les questions concernant bien évidemment les produits, les technologies, la société Etera et tout ce dont on vient de parler. Et nous avons donc le plaisir de distribuer ces produits donc en partenariat avec Etera qui passe par des partenaires comme Testoon pour ces technologies. Donc le produit, les consommables et puis les services associés. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup pour votre disponibilité et puis à bientôt pour répondre à vos questions.